Le président de la République prétend que la réforme a été faite pour favoriser la production et l'investissement. C'est tout le contraire en réalité, pour une raison très simple. Avant la réforme de l'ISF, vous aviez été imposé sur l'assiette de l'ISF l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire les valeurs mobilières et le patrimoine immobilier. Mais d'ores et déjà, existait une exonération à hauteur de 50% pour toutes les sommes qui s'investissaient dans le capital des PME. Donc ce qu'il aurait fallu faire pour favoriser, encourager l'investissement, c'était de passer cette exonération de 50 à 100%. Et là, je pense que tout le monde aurait applaudi dès demain. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est que les valeurs mobilières, c'est-à-dire l'épargne et les actions, ont été exonérées de l'assiette du l'ISF, si bien qu'aujourd'hui, les très grandes fortunes qui ont beaucoup d'épargne et beaucoup d'actions n'ont même plus besoin d'investir dans le capital des PME puisqu'elles sont exonérées de droit et de fait. Et donc, voilà la raison pour laquelle nous savons d'ores et déjà qu'il n'est pas besoin, il n'est pas utile d'évaluer l'investissement. Il va chuter. Et moi, j'ai eu des discussions avec nombreux de mes confrères fiscalistes qui me disent qu'effectivement, ça chute. Donc, investissement dans les PME qui va chuter. On a une confrère fiscaliste, on va lui poser la question. Qui pourra répondre, mais j'ai encore eu un entretien ce matin avec quelqu'un qui devait effectivement faire une levée de fonds grâce à ce dispositif. Et quand la réforme a été passée, tous les gens se sont désengagés parce qu'ils n'y trouvaient plus intérêt. Le deuxième effet qui se coule de cette réforme, c'est que vous aviez nombre de dons qui a été faits aux associations pour bénéficier du crédit d'impôt, le fameux crédit Coluche. Le mécénat, la philanthropie, effectivement. Exactement. Et donc ces gens-là n'ont plus besoin non plus de donner aux associations. Donc vous avez un effondrement des dons parce que les gens sont exonérés. Quand même à préciser qu'il y a des études assez contradictoires, notamment une étude intitulée New World Report d'une association sud-africaine qu'on ne peut pas accuser d'être partisane et qui a quand même mis en évidence que la France était le premier pays exportateur de millionnaires dans le monde, à savoir que 1 millionnaire sur 5 aurait quitté la France. Sur l'argument qui est toujours utilisé, à savoir la fuite des capitaux et la fuite des très riches. En réalité, les données sont très simples. Vous avez 350 000 personnes qui sont assujetties à l'ISF et vous avez en réalité par an 800 personnes qui partent et 300 personnes qui reviennent. Donc vous avez une balance nette de départ de 500 personnes par an. Bon, voilà où on en est. Donc évidemment, sur 350 000 personnes assujetties, on est bien loin d'une perte de recettes pour l'État. En réalité, les impôts à taux progressif, et notamment c'est le cas de l'impôt sur le revenu, c'est une toute petite partie des recettes de l'État. Pour dire les choses très clairement, l'impôt sur le revenu, c'est 42 milliards de recettes par an, alors que le budget total des recettes, c'est 240 milliards. À peu près. Voilà ce que c'est. C'est le budget de l'État, ça. Et je parle que du budget de l'État. Exactement. Moi, je voudrais rebondir en fait sur la question du déficit parce que je crois que les explications qui viennent d'être avancées sont erronées pour une raison très simple. Nous sommes dans un paradoxe. Chaque année, la richesse produite dans notre pays augmente. Le PIB augmente. La croissance est faible, mais la croissance est là. D'un autre côté, les taxes sur la classe moyenne prises au sens large, c'est-à-dire jusqu'au CSP+, ne baissent jamais. Elles ont peut-être même une petite tendance à augmenter d'année en année. Et pour autant, on nous explique que depuis 45 ans, nous sommes en déficit tous les ans. Où va l'argent ? Où va l'argent si ce n'est dans la poche des 1%, voire des 0,1% les plus riches ? Je voudrais aller de manière encore plus concrète. En réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui pénalise notre économie ? Parce que je crois que c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est comment faire fonctionner l'économie réelle. Bon. Prenez les gens qui gagnent 5 ou 10 ou 15 000 euros par mois. C'est pas un problème. Ces gens-là, déjà pour gagner ce qu'ils gagnent, ils travaillent plutôt 50 ou 60 heures par semaine, ils embauchent des personnes et surtout, ils dépensent leur argent, ils le consomment. Donc, ça fait tourner l'économie. Il y a des commandes, ils achètent une plus belle voiture, une plus grande maison, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté. Le problème aujourd'hui, ce sont les gens qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois, qui accumulent tellement d'argent qu'il n'y a pas assez de richesse matérielle à consommer. Une fois qu'ils ont acheté 3 villas, 2 voitures et un yacht, bon, ils ont à peu près fait le tour de la question. Qu'est-ce qu'ils font de leur argent ? Eh bien, ils le placent dans la sphère financière sur des fonds spéculatifs. Si bien que cet argent est capté à l'économie réelle, ça atrophie l'économie réelle et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a une économie qui est atrophiée avec un taux de chômage qui est extrêmement élevé. On en est là en réalité aujourd'hui et donc pour en venir sur le sujet de l'ISF, mais en fait de la fiscalité en général, ce qu'il faut effectivement, c'est flécher, pénaliser fiscalement l'argent qui dort dans les coffres, dans la spéculation, pour essayer de le rediriger vers l'investissement productif. Et c'est en ce sens que je parlais d'exonérer à 100% les investissements dans les PME. C'est ce que voulait aussi Emmanuel Macron en transformant l'ISF en IFI. Oui, mais pour la raison que je vous ai indiquée, ça produit l'effet inverse, parce qu'en réalité, les gens n'ont plus besoin d'investir dans l'économie réelle pour que l'argent tourne. Alors, si du coup, je peux aller au bout de l'explication, c'est qu'en réalité,
on nous explique à longueur de journée que la finance permettrait le financement de l'économie réelle. C'est faux. En réalité, dans la finance, vous avez ce qu'on appelle le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire, vous avez deux types d'opérations. C'est soit une création d'entreprise, soit une augmentation de capital. Dans les deux cas, on achète des actions, voilà, soit parce qu'une entreprise grossit, soit parce que tout simplement elle entre sur le marché. Exactement. Et donc vous avez une création d'actions. Ce sont les deux seules opérations qui permettent un financement apporté à une entreprise. Le reste, c'est de la spéculation sur des actions qui ont déjà été vendues depuis longtemps par les entreprises. Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Or, aujourd'hui, 97% des transactions s'opèrent sur le marché secondaire. Donc, quand les gens, aujourd'hui très riches, achètent et vendent des actions, elles le font à 97% sur le marché secondaire, si bien que ça n'apporte aucun financement nouveau aux entreprises.